Enlève mes pas là-dedans. Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as déjà une admission pour pouvoir étudier en France et tu es en pleine préparation de ta demande de visa. Ou alors, tu es en pleine procédure Campus France, tu es en attente de réponse, mais tu veux déjà savoir à quoi t'attendre au visa. Si tu es dans ces deux situations-là, tu es sur la bonne chaîne parce que dans cette vidéo, je vais te montrer les bases ou les conditions à respecter pour pouvoir avoir ton visa tranquillement et sereinement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Eddie Kodjan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT, le 10+1, le monument vivant, le troisième Messi. Et maintenant, vous pouvez aussi m'appeler le président des jeunes skinny d'Afrique, des garçons. Attention. Donc, je vous invite déjà à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu. Ça pourra largement vous aider à réussir votre procédure d'études en France et Canada tout seul, sans passer par une agence. Je vous invite également à poser vos questions de préférence en commentaire. Voilà, je répondrai au maximum de commentaires que je peux. À me suivre sur mes réseaux sociaux pour mes lives improvisés, Instagram et Snap, comme vous pouvez le voir ici. Et quand tout ça c'est bon, générique et on commence la vidéo. Partout. De retour. Alors, déjà pour parler des conditions ou des bases à respecter, je vais les classer en 4 étapes. La première étape, la première chose à respecter, ça va être déjà la qualité de votre cursus. Parce que vous allez demander un visa étudiant pour étudier en France. Donc, vu que vous demandez un visa étudiant, la chose qui va primer d'abord, c'est la qualité de vos études antérieures. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça va être l'entretien Campus France. Et ça, je vais démystifier ça pour que vous n'ayez pas, à vous faire trop d'idées là-dessus. Ok? La troisième chose, ça va être le logement, qui est d'ailleurs la chose la plus compliquée à trouver quand on fait une procédure de visa étudiant. Voilà, je suis passé par là, je sais. La quatrième des choses, c'est le garant financier. Même si vos parents n'ont pas assez d'argent, ça, c'est facile à trouver. Pour ceux qui ne savent pas, garant financier, c'est quoi? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais expliquer. Donc, pour parler de la première étape, comme je le disais, c'est la qualité du cursus. Quelqu'un, par exemple, qui a un cursus excellent, aura beaucoup plus de chances d'obtenir son visa que quelqu'un qui a eu beaucoup de redoublement. Mais attention, le redoublement n'est pas vraiment un facteur de refus de visa. Parce que moi, par exemple, j'ai eu mon visa pour aller étudier en France, alors que la classe de première, j'ai repris, je me suis fait opérer, voilà. Non, c'était en terminale que je me suis fait opérer. En première, j'étais en conflit familial, donc j'allais plus à l'école pour pouvoir punir mes parents alors que je me punissais moi-même. Voilà, donc j'allais plus à l'école, donc on m'a renvoyé de l'école, je suis allé m'inscrire ailleurs. En terminale, au bac, j'ai pas pu le valider parce que j'étais opéré avec une plaie qui cicatrisait pas, donc voilà. J'ai pas pu valider le bac. Et après, quand j'ai eu le bac, la première année de médecine en Côte d'Ivoire, j'ai échoué. Donc j'ai eu 3 redoublements. Et j'ai eu le visa quand j'ai fait Campus France. C'est-à-dire j'étais en train de reprendre ma première année de médecine en Côte d'Ivoire et j'ai eu le visa quand même. Et pourquoi j'ai eu le visa malgré mes redoublements? C'est parce que j'étais un bon doublant. Quand je doublais, c'est pas parce que j'étais nul. Parce que même quand je reprenais par exemple la terminale, j'avais une très bonne moyenne de classe. Vous voyez? Voilà. Si vous êtes des doublants, soyez de bons doublants. Quand j'ai repris la première, parce qu'on m'avait renvoyé, lorsque je suis revenu m'inscrire en première, j'ai validé avec 15 de moyenne en général. Vous voyez, en terminale, lorsque j'ai repris, j'ai validé aussi avec 15 de moyenne en général. Donc, j'étais vraiment quelqu'un qui était un bon doublant. C'est vrai, j'ai repris, mais lorsque je reprenais, on voyait vraiment que j'avais repris à cause de certaines difficultés, à cause de certains obstacles, mais ce n'est pas lié à mon intelligence. Vous comprenez ça au moins? Voilà, donc soyez de bons doublants. Si vous avez repris et puis on vous voit valider votre année avec des moyennes de 10, là ça en dit long sur votre niveau. On est d'accord? Je ne dis pas ça de manière péjorative, mais
Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas pour frustrer quelqu'un ou pas. Par contre, quelqu'un qui double, qui a eu à doubler sa classe, il reprend sa classe. Et l'année qui suit, on voit qu'il bombarde fort. On va se dire, lui, effectivement, s'il dit qu'il avait des problèmes, c'est qu'il avait vraiment des problèmes. Parce que l'année où il n'a pas eu de problème, il a validé ça brillamment. Mais lorsque vous avez un redoublement, évitez de justifier par le fait du genre vous étiez malade et tout. Et puis l'année qui vient, on voit que vous validez avec 10. Vous voyez que ce n'est pas très pertinent comme argument. Donc, les redoublements ne sont pas facteurs de refus de visa seulement si vous êtes un bon doublant. Vous pouvez avoir votre admission et le consulat va juger que, au regard de vos moyennes, vous n'avez pas les capacités de vous en sortir intellectuellement parce que vos moyennes sont limitées. Ça peut arriver. Donc ça déjà, c'est pour pouvoir inclure le deuxième volet qui est l'entretien Campus France. Parce que généralement, ça va être basé. Lorsque le consulat va dire que vous n'avez pas les compétences intellectuelles pour pouvoir réussir les études en France, donc vous refusez le visa, ça va être très généralement à cause du rapport qui a été fait à l'entretien Campus France. Je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que à l'entretien Campus France, vous avez répondu à toutes les questions que vous avez forcément un avis favorable. Ce n'est pas parce que à l'entretien Campus France, vous avez répondu à toutes les questions que l'entretien s'est forcément bien passé. Je vais prendre un exemple tout bête. Lorsque vous partez à un examen, à un concours, il arrive que vous répondiez à toutes les questions, mais vous ne validez pas forcément le concours. On est d'accord? Alors que vous avez répondu à toutes les questions. Donc le fait de répondre à toutes les questions ne veut pas dire que vos réponses ont été convaincantes ou ont été correctes. Je prends le cas d'un étudiant, voilà, d'un étudiant que je connais. Quand il avait fait sa procédure, l'entretien en griffe s'est bien passé parce qu'il avait répondu à toutes les questions. Il était même très motivé, voilà. Mais on a pu voir un peu le motif, le rapport de l'agent de Campus France. On a pu voir ça, je ne vais pas vous dire comment, mais on a pu voir. L'agent Campus France a mis l'étudiant est motivé, mais il gagnerait plus à valider sa licence au pays avant de penser à aller à l'extérieur. Donc, avis défavorable. Alors que l'entretien s'est très bien passé. Pourquoi on lui dit qu'il gagnerait plus à valider sa licence au pays avant d'aller à l'extérieur? Parce qu'il avait déjà deux redoublements dans son circuit, dans son cursus de licence. Donc, vous pouvez répondre à toutes les questions que vous voulez à l'entretien, mais si l'agent Campus France il juge que vos moyennes ne vous permettront pas, ou du moins la qualité de votre cursus ne vous permettra pas de vous en sortir facilement dans vos études en France, il peut émettre un avis défavorable. Donc, répondre aux questions à l'entretien ne veut pas dire forcément que l'avis sera favorable. Parce que l'avis de Campus France n'est pas basé seulement sur les questions auxquelles vous répondez. C'est aussi basé sur vos moyennes. C'est pour ça ceux qui font le privé, qui laissent les études depuis longtemps, qui reviennent, qui ont un cursus, excusez-moi du thème, catastrophique, et qui prennent le privé comme, je vais dire quoi, moyen d'échapper à la réalité. Lorsqu'ils vont faire l'entretien à Campus France, l'agent Campus France va mettre un joli commentaire du genre « L'étudiant est bien motivé, mais ses moyennes, son cursus dans le pays ne lui permettent pas de pouvoir s'en sortir dans un autre pays. » Ce genre de motif-là, ça existe. Moi, j'ai vu. Je dis ça parce que l'étudiant en question, je le connais, j'ai pu voir son avis. Donc, ce sont des choses qui existent. Répondre aux questions ne veut pas dire avis favorable. Okay? Et généralement, lorsque vous avez un avis défavorable, vos chances d'obtenir le visa sont compromises à 75%. C'est-à-dire qu'il y a 25% de chances que vous puissiez avoir le visa. Parce que les agents consulaires vont s'appuyer exclusivement, ou du moins à 75% sur les résultats de l'entretien Campus France. C'est-à-dire déjà pour pouvoir augmenter vos chances d'avoir le visa, vous devez d'abord avoir un avis favorable à Campus France. Si l'agent Campus France vous a mis un avis favorable, vous êtes déjà bien parti pour obtenir le visa, mais vous ne l'avez pas encore. Parce qu'il y a deux autres conditions à respecter que je vais énumérer. Alors, avant même de parler du point 3, pour certains parmi vous, vous avez sûrement remarqué que le montage de mes vidéos a changé. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, même mon générique a changé, il est devenu un peu plus professionnel, si on peut le dire comme ça. Eh bien, c'est grâce à deux Ivoiriens, deux jeunes, tout petits comme ça. Voilà, c'est eux qui m'ont approché, qui m'ont fait cette proposition-là de m'offrir leur service contre une publicité sur YouTube. Et eux, ce sont les vrais brosseurs. C'est comme ça qu'ils
s'appelle, c'est le nom de la boîte. Voilà. Donc, je suis ouvert à ce type de partenariat là, vous voyez, voilà, où vous me ferez vos services gratuitement en échange, je vous fais une publicité gratuitement, il n'y a pas de problème. Mais certains parmi vous ont remarqué qu'il y avait eu un changement au niveau du montage et du coup, tout le monde m'écrit pour devenir monteur de mes vidéos. Vous voyez que c'est pas intéressant. Parce que c'est le problème aussi avec nous les Africains là, c'est ça. Quand quelque chose marche, tout le monde veut partir là-bas. C'est pas bien. Donc innover. Parce que eux, ils sont venus m'approcher de façon très respectueuse, je les ai pris, je ne compte pas les changer. Donc si vous venez auprès de moi pour des choses, venez avec des choses que d'autres n'ont pas proposées. Donc soyez créatifs. Voilà. Pour continuer, le point 3, c'est le logement. Comme je le disais au début de la vidéo, le logement, c'est la chose la plus compliquée en matière de visa. Parce qu'il est très difficile de trouver un logement. Même quand tu es en France, il est très difficile de trouver un logement. Donc, imaginez lorsque vous n'êtes pas en France. Pour avoir un logement en France, on va vous demander d'avoir un garant en France. Le garant en France, quel que c'est? Le garant en France, c'est une personne qui va dire au propriétaire de la maison que vous allez louer que lui, il prend l'engagement de payer la maison si vous ne payez pas. Du coup, si vous arrivez et que vous n'arrivez pas à payer le loyer, le propriétaire va directement voir la personne qui s'est portée garant du logement pour vous pour encaisser son loyer. Et si la personne refuse de payer, cette personne-là sera traduite en justice. Donc vous voyez que ce type de garant-là, ce qu'on appelle le garant de logement, ce sont des choses que vous ne pouvez pas acheter. Parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas ne prendra pas le risque de vous faire confiance, votre belle parole en disant que ouais, c'est pas un problème, je vais payer tous les mois et tout et tout. Il ne va pas prendre ce risque-là au risque de lui-même payer pour vous alors qu'il ne vous connaît pas. Voilà, donc c'est très compliqué de trouver un logement en France quand on n'a pas de garant en France. Et même quand on a un garant en France, il faudrait que le garant ait des revenus suffisants. Donc vous voyez que c'est compliqué. Voilà, donc c'est la partie la plus difficile. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas de parents en France, pour ceux qui connaissent personne qui puisse se porter garant pour eux en France, il y a Studely qui est mon partenaire et il y a Live in France qui est mon partenaire aussi. Je ne vais pas trop développer. Lorsque je vais aborder le logement, on va mieux en parler. Voilà. Eux, ils vous aident à avoir des logements même si vous n'avez pas de garant, quoi. C'est comme ça. Donc, soyez zen sur ce côté-là. Eddie ne vous a pas oublié. On va venir avec les bonnes nouvelles comme d'habitude. Pour le quatrième point, ça va être le garant financier. Le garant financier, qu'est-ce que c'est? Le garant financier, c'est la personne qui va dire au consulat que cet enfant qui va étudier, je le prends en charge. Je vais payer ses études et je vais lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse se nourrir chaque fin du mois. Parce que même si c'est vrai qu'en France, vous pouvez travailler, le consulat se met en tête la pire des situations. Le consulat va toujours penser au cas où vous n'avez pas de travail. Donc, si vous n'avez pas de travail, comment vous allez faire pour vivre en France? Il faut que quelqu'un vous envoie de l'argent pour pouvoir subvenir à votre besoin. Cette personne qui va vous envoyer de l'argent s'appelle le garant financier. Et le consulat demande à ce que cette personne soit en mesure de vous emmener ou de vous envoyer au moins, au minimum, 615 € par mois. Ce qui est équivalent à 402 000 francs CFA. Cela veut dire que si vous comptez prendre votre papa comme garant et qu'il a moins de 400 000 francs comme salaire, ça ne pourra pas. Il va falloir chercher autre personne. Si vous comptez prendre quelqu'un qui a 402 000 francs juste comme salaire, ça ne passera pas. Parce que lorsque la personne va vous envoyer 402 000 francs par mois, il doit lui rester assez pour vivre elle-même et nourrir sa famille après. Donc le consulat va regarder tout ça. Ok? Voilà, donc c'est pas aussi simple que ça. Mais après, quand j'ai dit 615 € minimum, ça varie. Il y a des situations où on va vous demander 350 € minimum. Ça va être le cas de ceux qui sont hébergés gratuitement. C'est-à-dire ceux qui vont aller habiter chez les gens qui n'auront pas de loyer à payer. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Après, on va voir ça au cas par cas. Il y a aussi une possibilité pour ceux dont les parents n'ont pas un gros salaire, mais qui ont des revenus quand même de part et d'autre et tout. Il y a une autre possibilité où vous pouvez créer un compte bancaire à votre nom et mettre 5 millions de francs CFA dessus, l'équivalent de 7 500 €. Vous mettez ça sur un compte qui porte votre nom, ça peut être accepté aussi par le consulat. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais survoler, je ne rentre pas dans des détails pour ne pas rendre la vidéo trop longue. Donc là, j'ai eu à survoler effectivement
Prochainement, je vais rentrer dans beaucoup plus de détails. Je vais aborder par exemple le garant financier seul dans une vidéo, le logement seul dans une vidéo, pour que ce soit bien compris pour vous. Et en même temps, je vais vous donner des conseils qui pourront vous aider si vous êtes dans des difficultés à savoir est-ce que votre garant pourra vous prendre en charge, est-ce que pour le logement, vous n'avez pas de garant, comment ça va se passer et tout et tout. Tout ça, je vais vous donner des solutions dans mes prochaines vidéos. Donc d'ici là, restez abonnés à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater ces vidéos là, sinon vous allez être de gros perdants. Et puis quand tout ça c'est bon, on va se dire à la prochaine.